Et je vais donc appeler à me rejoindre sur le plateau Monsieur Éric Delmar, défenseur des enfants, adjoint au défenseur des droits, Madame Charlotte Cobel, secrétaire d'État en charge de l'enfance auprès de la Première ministre, et Salvatore Stella, président du CNAEMO, ainsi que mon partenaire Stéphane Corbin. Merci à vous. On va essayer de trouver des micros également à chacun. Tiens, Salvatore, t'en as un qui est à côté de toi si tu veux bien. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres micros à chef, s'il vous plaît? Le quoi? Le public? Ah bah, j'avais demandé qu'on le dise. Ok. Pour réinstaller le public. Je suis désolé. Bien. C'est donc dans un contexte spécifique, on va dire un climat du moment, que nous accueillons les représentants de l'État qui, Salvatore Stella l'a dit hier, ont le courage de venir parmi nous et on les en remercie. On va donc donner la parole tout d'abord à Monsieur Éric Delmar pour porter le regard du défenseur des enfants sur la question des violences intrafamiliales. Monsieur Delmar, vous avez en principe un quart d'heure. Voilà, si ça vous convient. Alors, c'est assez difficile et un peu de pression de prendre la parole après les deux moments de grande émotion et de grande sincérité et d'authenticité. Nous sommes plus grands que les enfants et c'est pourtant à nous de nous mettre à leur hauteur. Et alors, je vais vous dire, je suis très heureux de parcourir la France dans tous les départements. Ce sont les vents d'ouest qui sont des vents assez forts, parfois violents, mais dans un climat toujours tempéré, qui m'ont poussé à Paris. Mais je dois dire que ça fait du bien de rentrer chez soi de temps en temps. Alors, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre, cher Salvatore, Mesdames, Messieurs. C'est toujours avec intérêt et grand plaisir de venir à la rencontre des professionnels de terrain, travailleurs sociaux, éducateurs, assistants sociaux, professionnels de santé, de l'éducation, de la justice, de l'animation, chefs de service. Vous qui êtes engagés quotidiennement dans la prévention et la protection des enfants victimes, souvent invisibles, ou qui, au contraire, ces enfants n'ont d'autre choix que de crier leur colère pour enfin être entendus. Et je reste persuadé que si l'on considérait mieux les enfants dans notre société, plus particulièrement les plus vulnérables, sans doute nous considérerions mieux ceux qui s'en occupent. Mesdames, Messieurs, pour qu'une chose soit politique, il faut d'abord qu'elle soit publique. Nous n'avons jamais autant entendu dans les médias parler des violences faites aux enfants, de leur nécessaire protection, de la libération de la parole d'anciens enfants. Mais comment faire en sorte désormais de libérer l'écoute pour que les enfants n'aient plus à attendre d'être des anciens enfants pour devoir s'exprimer? Les violences intrafamiliales sont toujours psychologiques avant d'être physiques, et bien souvent, elles demeurent psychologiques après avoir été physiques. Elles sont toujours des violences de l'intime et souvent indicibles. L'année dernière, dans notre rapport annuel avec Claire Hédon, la défenseur des droits, que nous avons remis d'ailleurs à Madame Cobel, et Madame Cobel était avec nous lorsque nous l'avons aussi remis aux enfants, eh bien, sur le thème de la vie privée, plus d'un millier d'enfants ont participé à notre grande consultation. Des enfants qui sont investis dans des conseils municipaux d'enfants, des enfants qui sont dans l'éducation populaire, au Franca, au pupille de l'enseignement public, des enfants qui sont accompagnés en prévention spécialisée, en protection de l'enfance, en situation de handicap,
parfois hospitalisés avec des difficultés d'avoir accès à l'éducation, des mineurs incarcérés. Et ils nous ont tous parlé de leur vie privée. Alors, si on sait tous que quand le bébé arrive, c'est très intéressant de voir comment il arrive. Il va dormir parfois dans la chambre de ses parents, et parfois il va dormir dans sa propre chambre. Et puis, il va vouloir la lumière allumée, la porte ouverte. Puis quand il va grandir, il va vouloir éteindre la lumière, même si parfois c'est difficile pour ses parents ou son parent, et il va vouloir fermer la porte. Et puis quand il va être préado, il va devoir négocier avec ses parents qui il a le droit d'inviter dans sa chambre, à quelle heure et pour quoi faire. Et une fois qu'il a fermé la porte, c'est son droit à l'imaginaire. Si on sait que pour vous et pour moi, il n'y a pas de vie privée sans préservation du regard d'autrui, eh bien pour les enfants, c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, tout petit, protéger les enfants, c'est avoir le regard sur eux en permanence. Et pour autant, lorsque les enfants ont participé, les ados, à cette consultation, ils nous ont dit, en citant le Code civil, toute personne a le droit au respect de sa vie privée. Ils nous ont dit, mais monsieur le défenseur, est-ce que toute personne, c'est nous aussi ? Très intéressant d'évoquer la vie privée des enfants. Alors, ces enfants, quand ils grandissent, et ils vont aussi aller dans d'autres endroits, ils vont aller à l'école, ils vont parfois être confiés à l'aide sociale à l'enfance, et ils vont aussi découvrir d'autres espaces où leur intimité peut être mise à mal. Les enfants nous ont beaucoup parlé de ces difficultés de respect de l'intimité, des atteintes à leurs droits. Alors, en tant que défenseur des enfants, ma mission est de faire respecter le droit des enfants et de défendre et de promouvoir les droits des enfants. Vous savez que le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante. L'article 71-1 de la Constitution explique que nous sommes là pour, au fond, veiller au respect des droits et des libertés par nos institutions publiques, par les associations. Et en tant que défenseur des enfants, ma mission est de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément aux engagements de la France et notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette année, la France, dans quelques semaines, va être entendue par le Comité des droits de l'enfant. C'est le 6e examen de la France depuis la ratification en 1990 par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention, elle vient nous dire au fond que l'enfant devient détenteur de l'ensemble des droits de l'homme dès sa naissance. Et bien qu'il n'ait pas le droit de vote, qu'il n'ait pas d'influence politique, mais que son développement est crucial pour l'enfant qu'il est aujourd'hui et pour l'avenir et pour l'adulte de demain qu'il sera, eh bien le monde s'est doté de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais petit être humain ne veut pas dire petit droit. Et les enfants sont éminemment dépendants des adultes. Alors, bien entendu, en 1990, quand le président de la République, François Mitterrand, ratifie et veut être l'un des tout premiers pays à ratifier cette convention, et bien entendu, il rappelle que la France est un État de droit qui a une culture, un combat sur le respect des droits de l'homme, et il cite un certain nombre de droits qui préexistent à la Convention, des droits constitutionnels, les droits à l'éducation, le droit à la santé, mais aussi la protection judiciaire de 1958, la protection administrative un an après. Mais ce qu'il faut retenir de cette convention, c'est deux choses. C'est principalement l'article 3 et l'article 12. L'intérêt supérieur de l'enfant, le meilleur intérêt, la recherche permanente du meilleur intérêt de l'enfant, qui est à la fois, je dirais, une jurisprudence, qui est à la fois une manière d'être, qui est une manière de respecter et d'indissociabiliser les droits, puisqu'effectivement, on peut aller bien à l'école et être pas bien à la maison, on peut avoir des bonnes notes et être en situation de danger. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant est donc définie comme la recherche permanente du meilleur intérêt de l'enfant et vise à assurer la jouissance effective de tous les droits reconnus à un mineur. Et puis, l'article 12, le droit d'exprimer librement ses opinions sur tous les sujets qui les concernent.
Et l'article précise tous les enfants en âge de discernement. Alors, vous et moi, de 18 ans jusqu'à la fin, vous avez remarqué, on est plutôt bien discernants, la société va bien. Mais pour les enfants, ce n'est pas la même chose. Les enfants ont des âges de discernement différents, prévus par la loi, et souvent, sans doute que ça aurait mérité qu'il y ait une réflexion globale, pas pour qu'il y ait un seul et unique âge de discernement, mais qu'il y ait une réflexion globale de l'enfant. Consentement à l'adoption, 12 ans, responsable devant la loi sur ses actes, 13 ans, même si ce n'est pas irréfragable, on peut encore mettre un enfant âgé de 10 ans, 12 heures en rétention. On peut la liberté d'association, 16 ans, la liberté, la possibilité d'être vacciné sans l'accord de ses parents à 16 ans. Et puis, vous avez vu cette loi très forte d'avril 2021, protéger les enfants contre les violences sexuelles. Et c'est une loi éminemment importante puisqu'elle vient de dire on ne touche pas au corps des enfants, on ne touche pas au corps des enfants de moins de 15 ans. Il ne peut plus y avoir d'interrogation sur le consentement des enfants. Mais pour le défenseur des enfants que je suis, tout de suite, j'ai interpellé en disant bien entendu, il est éminemment important que la loi fortement vienne rappeler cet interdit, mais aussi que ça ne suffit pas. Et que de 2017 à 2021, on a 3 registres législatifs différents sur les violences sexuelles. On a avant 2018, on a 2018, la loi dite Schiappa, où on peut interroger, ou pour qu'il y ait... on interroge au fond la question du consentement à travers est-ce que les actes se sont produits sous la violence, la menace, la sanction, la surprise. Donc il faut éminemment, vous imaginez, être très formé pour recueillir la parole de l'enfant ou de cet ancien enfant qui va arriver et se dire mais au fond, quand est-ce que les faits se sont produits? Après 2021, de 2018 à 2021 ou avant? Parce que bien entendu, il y a encore aujourd'hui, et je reçois des saisines sur un certain nombre de sujets, sur les difficultés de recueil de la parole de l'enfant, il y a encore des questions posées aujourd'hui pour savoir si l'enfant était consentant. Alors, cette parole de l'enfant, elle est éminemment importante parce que je dis souvent que si nous devions attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il ne parlerait jamais. C'est bien parce qu'on parle aux enfants qu'ils apprennent à parler, et puis quand ils grandissent, les enfants ont besoin d'être consultés, associés, ils ont besoin d'être entendus. Dans cette consultation que je vous rappelais tout à l'heure, beaucoup d'enfants nous ont dit, au fond, nous les enfants, on grandit dans un monde de crises multiples. Écologique, sanitaire, la guerre à nos portes, la peur du déclassement, le terrorisme. Mais ça va si vous les adultes vous êtes là, si vous nous protégez et puis si vous abordez ces sujets avec nous. En ne parlant pas avec nous, vous nous privez d'un pouvoir d'agir, vous nous privez de pouvoir exprimer nos émotions sur des sujets éminemment importants, vous nous considérez comme soit notre parole n'est pas suffisamment importante, soit parce que vous souhaitez fortement nous protéger, eh bien vous n'évoquez pas des sujets qui nous semblent éminemment importants. Donc au fond, comme le dit Philippe Mérieux, et grand pédagogue, et Abdenour Bidar, qui est philosophe et inspecteur de l'éducation nationale, il dit au fond, il faut donner le courage aux enfants de prendre la parole. Et bien entendu, je dirais que les adultes ont souvent peur que de donner la parole aux enfants, c'est inverser les rôles et leur donner le pouvoir. Alors, je vais vous dire rapidement ce que les 10 000 instructions, les 10 000 saisines, dont 50% ont été des instructions, les autres ont été réglées dans le cadre de la médiation par les délégués du Défenseur des droits sur l'ensemble du territoire national, mais ce que ces 10 000 réclamations, au fond, nous disent, des atteintes aux droits, nous disent de la place que notre société fait à nos enfants, et notamment les plus vulnérables. Alors, je suis saisi avec la Défenseure pour de situations multiples de jeunes enfants, tenus d'attendre plusieurs mois avant d'obtenir une consultation en CMPP, plusieurs mois avant d'être accueillis dans un centre dédié, et au fond plusieurs mois avant d'être pris en compte, d'adolescents soignés à l'hôpital
en psychiatrie adulte, faute de place en pédopsie, faute de dispositifs en pédopsie, d'enfants victimes de violences institutionnelles ou intrafamiliales qui ne sont ni repérés ni protégés, faute de coordination entre les acteurs, d'enfants qui vivent en squat, en hôtels sociaux, ou dans la rue, éloignés de toute structure de soins. Et on sait que quand vous vivez la précarité ou l'absence de l'habitat, eh bien, vos droits sont difficiles d'accès puisqu'ils sont par définition souvent, en tous les cas dans notre organisation, très sectorisés, que ce soit l'éducation ou la santé. Des jeunes enfants en situation de handicap qui n'ont aucun accès à l'instruction, à l'éducation, qui attendent parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans, une place en IME ou en ITEP, et certains envoyés en Belgique, faute d'offres médico-sociales suffisantes dans leur département. Les difficultés des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, la PJJ, d'avoir accès à certains soins. Les difficultés pour ces mêmes ados de pouvoir poursuivre des études, faute de moyens financiers. Des atteintes aux droits des mineurs non accompagnés, livrés à eux-mêmes dans des hôtels ou qui ne disposent pas de papier d'identité, et leurs conséquences sur leur santé mentale. Un certain nombre de situations qui sont éminemment importantes et qui, alors bien entendu, défenseurs des enfants, vous avez bien compris que lorsque les enfants, c'est 10% des 10 000 saisines que je viens de vous dire, mais ce sont des parents, des mamans, des pères, des travailleurs sociaux, des professionnels de santé, des avocats, des associations qui nous saisissent. Donc par définition, je vois beaucoup les dysfonctionnements, mais je dirais que le défenseur des droits est une boussole sur la nécessité de préserver nos droits, de défendre nos droits. Il n'y a pas de dignité sans droit, il n'y a pas de droit sans un accès au droit, et il n'y a pas, comme le disait Paul Ricoeur, il n'y a pas de droit sans justice. Alors, des avancées ont été réalisées depuis le plan interministériel 2017-2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, avec notamment plusieurs priorités: mieux repérer, évaluer, prévenir les situations pouvant engendrer un tel danger pour l'enfant, de mieux organiser les interventions dans le cadre d'un partenariat plus suivi entre les services compétents, de développer la formation des professionnels concernés, de favoriser la construction d'une culture commune, d'organiser un parcours de santé, 101 unités d'accueil pédiatrique en France en danger, plus 15 centres régionaux du post-trauma et les maisons des 1000 premiers jours. Malgré tout, force est de constater une situation, je dirais, de perte de confiance entre l'échelon politique et l'échelon opérationnel, alors que l'engagement de tous reste présent. Les départements n'ont jamais autant investi financièrement dans la protection de l'enfance. Pour autant, les acteurs de terrain ne voient pas d'amélioration. Cela, me semble-t-il, traduit plusieurs réalités que le défenseur des droits et le défenseur des enfants expriment régulièrement sous forme de reconnaissance. La non-reconnaissance de l'enfant comme sujet de droit dans notre société. Et il ne vous a pas échappé que plus l'enfant est vulnérable, plus il devient objet de prise en charge plutôt que sujet de prise en compte. Un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, avec une notification MDPH, parfois en conflit avec la loi, parfois qui a pu aussi avoir des hospitalisations en pédopsychiatrie, et bien pour ces enfants-là, souvent très intéressant de la manière dont ces enfants se vivent et se vivent dans les propos des adultes. Enfants placés, on pourrait dire enfants confiés, enfants protégés, enfants accueillis en protection de l'enfance, mais enfants placés, qu'on pourrait placer, déplacer au fur et à mesure de nos désorganisations. Et comment faire sa place quand il n'y en a pas? Et en ce moment, il n'y en a pas. Le manque de professionnels dans de nombreux services œuvrant à la prise en charge des mineurs, la pédiatrie, la pédopsie, les CMPP que j'évoquais, l'école, le périscolaire, la petite enfance, qui dégrade beaucoup la prise en charge en protection de l'enfance. Le cloisonnement de nos politiques publiques, le morcellement, les difficultés de coopération, département RS notamment, et puis le certain nombre d'autres épiphénomènes qui ne sont pas si épiphénomènes que ça, qui est la manière aussi dont, notamment dans la question le sujet du virage inclusif, la manière dont la désinstitutionnalisation s'opère. Bien entendu, on ne peut que défendre cette désinstitutionnalisation à la condition qu'elle se fasse par la réponse aux besoins et pas par la réponse par l'entrée de celui qui paye. Vous avez une AESH
de 9h à midi, éducation nationale, et puis de midi à 14h, eh bien, elle va être mairie si vous êtes en primaire, elle va être départementale si vous êtes au collège, parfois régionale si vous êtes au lycée. Et puis ça crée des ruptures. Et puis il y a des enfants qui déjeunent dans leur voiture avec leur maman, parce qu'en plus, cet enfant qui a eu du mal à accéder au statut d'élève, eh bien, il est en classe Ulysse. Et forcément, ce n'est pas vous qui choisissez l'école, puisque les classes Ulysse, elles sont à tel endroit ou pas l'autre. Alors, il faut créer une vraie culture de coopération. Les départements chefs de file de protection de l'enfance, eh bien, n'ont parfois que le titre de chef de file de protection de l'enfance, puisque, bien entendu, je dirais qu'en un an, j'ai dû être invité dans une quinzaine d'observatoires départementaux de protection de l'enfance. C'est toujours très intéressant. On y montre des recherches-actions toujours très intéressantes, des initiatives, vraiment des travaux entre des professionnels de la santé, de l'éducation spécialisée, avec l'université. Mais il manque toujours quelqu'un. Il manque toujours quelqu'un. L'ARS, une fois, le DAZEN, une autre fois, la PJJ, une autre fois. Ce qui fait que les lieux de coordination, cette culture de la coopération, alors bien entendu, tout le monde est très occupé, il n'y a pas de souci, mais cette culture de la coopération, eh bien, elle n'est pas ancrée. On parle beaucoup de la formation des professionnels, on parle beaucoup de votre formation. Mieux former les éducateurs, les infirmiers, les enseignants, bien sûr, mais il faut aussi former les dirigeants, il faut former les dirigeants parce qu'aujourd'hui, être compétent quand on prend en charge des enfants, quand on prend en compte des enfants, être compétent dans sa seule discipline ne suffit plus. Il faut coopérer, avoir cette conscience de l'importance du partenariat. J'ai été, il y a plusieurs mois, invité par Madame la préfète du Gard, qui avait dit « Tiens, puisque vous venez, monsieur le défenseur des enfants, je vais en profiter pour expérimenter ce qui pourrait être une future mise en œuvre concrète de l'article 37 de la loi de l'année dernière, de février, sur ces espaces de coordination à l'initiative du préfet et du département, alors que le Sénat n'a pas souhaité rendre obligatoire et donc qui est de manière expérimentale et qu'Adrien Taquet avait souhaité rendre opérationnel dans tous les départements. Et donc le préfet, Madame la préfète m'a reçu, et bien tout le monde était là. Quand le préfet invite, tout le monde est là. Le DAZEN était là, DTPJJ, DTARS, vice-présidente du département, avec le directeur enfance-famille, forcément la DETS qui était là, puisque le préfet était là. Et au fond, on n'a pas du tout remplacé ce que vous faites beaucoup mieux que nous. On n'a pas parlé des situations individuelles. On a parlé des conditions du partenariat. On a parlé des décloisonnements. On a parlé pour que chacun, tout en restant compétent dans ses compétences, puisse aussi, quand il rentre dans son institution, dire à ses troupes, eh bien, peut-être que là, il faut qu'on aille travailler ensemble. Alors, bien entendu, ce que je vous dis là, dans beaucoup de discours, est acté, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Alors, une des grandes préoccupations du défenseur des enfants et de la défenseur des droits, c'est, dans cette période de post-crise sanitaire, elle est de deux ordres. Elle est bien entendu, il ne vous a pas échappé que en 2021, nous avions connu les pics d'hospitalisation pour Covid, et un an après, nous avions les pics d'hospitalisation en pédiatrie et pédopsie. Il y a une vraie prise en compte des difficultés de la santé mentale de nos enfants dans l'éducation nationale, dans un certain nombre de ministères. La semaine dernière, au ministère de la Santé, Santé publique France, dans l'éducation nationale, il y a eu quasiment tous les jours des groupes de travaux auxquels j'ai eu le plaisir de participer sur la santé mentale de nos enfants et le prendre soin. Je ne peux que souhaiter que les assises de la pédiatrie qui vont arriver au printemps eh bien, puissent enfin permettre des perspectives aux professionnels de terrain. Une de nos grandes préoccupations, c'est l'inexécution des mesures. Mesures d'AEMO. Alors, je vous prie de m'excuser, mais c'est comme si, il y a 3-4 ans, on s'était un peu tous habitués à ce qu'il y ait des mesures d'AEMO non mises en œuvre. Et puis, la société. Et puis, maintenant, ce sont des mesures d'enfants confiés. Dans certains départements, 50, 100, 200, 300. Alors,
On avait 308 000 enfants accompagnés en protection de l'enfance selon l'ONPE en fin 2020. Aujourd'hui, sans doute plus autour de 370 000. Mais on ne sait pas combien de mesures sont réellement mises en œuvre. 300 000, 310, 320, 330, 340. Les départements ne partagent pas tous les mêmes logiciels, donc c'est assez compliqué. Et puis surtout, je crois quand je vous disais en introduction que pour rendre les droits de l'enfant et la situation des enfants politique, il faut qu'elle soit rendue publique, c'est combien de familles sont concernées, combien de parents que vous accompagnez, de pères, de mères, de beaux-parents, de grands-parents. 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions, on n'en sait rien. Quelle politique publique, comment la rendre visible? Alors je vais terminer en disant que votre rôle, vos missions sont éminemment primordiaux dans le dispositif de prévention et de protection de l'enfance. Il n'y a pas de protection de l'enfance sans respect des droits fondamentaux des enfants, droit à la sécurité, droit d'être protégé contre toutes les formes de violence, droit à la justice, droit à l'éducation, droit à la santé. Quand je vous parlais de on ne sait pas combien d'enfants ont des mesures non mises en œuvre, c'est exactement pareil pour on ne sait pas combien d'enfants n'ont pas accès à l'école, par exemple. On sait qu'on a 430 000 enfants scolarisés en situation de handicap en septembre dernier. C'est mieux que l'année précédente, c'est moins que l'année prochaine, mais on ne sait pas combien d'enfants en situation de handicap ne sont pas... Voilà. Et je rappelle que c'est quand on a réussi et qu'il y a eu cet effort, notamment du ministère de l'Éducation nationale, de recenser le nombre d'élèves qui sortaient du dispositif chaque année sans qualification, qu'on a pu commencer à avoir une politique publique, et que d'ailleurs depuis ça baisse. On était à 100 000 et maintenant on est à 85 000. Donc il n'y a pas de protection de l'enfance sans respect, il n'y a pas de protection de l'enfance sans réponse aux besoins. Et là, ce n'est pas aux enfants de s'adapter, c'est au dispositif de s'adapter. Encore faut-il qu'on permette au dispositif de s'adapter. Et encore une fois, il faut des moyens. Sans doute que je ne vais peut-être pas vous satisfaire en disant ça, mais c'est pas qu'une qui soit, c'est pas, tout n'est pas que moyen, il faut une politique des moyens. On voit bien, si on met de l'argent, il faut en mettre, sans interroger le cloisonnement des politiques publiques, eh bien les enfants resteront accompagnés dans des morcellement. Et puis il faut une politique de fort soutien aux différentes parentalités, toutes les formes de parentalité. Et vous avez cette place éminemment importante parce que vous n'avez, contrairement au virage inclusif du handicap, vous n'êtes pas arrivé, je dirais, en situation de post-institutionnalisation. Vous avez été pensé initialement par la prévention et la défense et la protection de l'enfance. Vous avez cette place éminemment importante. Je rappelle que nous nous sommes battus beaucoup avec la défenseure pour que les AESH aient un statut, une meilleure formation, qu'elles ne soient pas précarisées. Mais je défends énormément le fait qu'il faut déployer les unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, médico-sociaux dans les IME, dans les ITEP, pour qu'ils aillent à l'école, parce qu'au fond, pourquoi confier nos enfants les plus en difficulté aux gens les moins formés? Ça, c'est assez. Je pense qu'il faut former les gens. Il faut donc des éducateurs spécialisés, il faut des professionnels du médico-social dans l'école. Eh bien, vous avez, dès la prévention, vous aviez les mêmes formations que vos collègues qui étaient dans les maisons d'enfants à caractère social ou dans les foyers de l'enfance. Vous avez cette grande responsabilité d'être éducateur d'enfants, éducateur de famille, d'être dans le faire avec, d'avoir les moyens d'être dans le faire avec, de pouvoir travailler sur une vision globale. Quand je parlais de désinstitutionnalisation, il y a aussi quelque chose aujourd'hui qui est intéressant de regarder. Ce contexte de désinstitutionnalisation, il arrive aussi dans un contexte de super spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on détecte, et il faut détecter les souffrances des enfants et les problématiques. Mais aujourd'hui, la manière dont on détecte les enfants, TSA, TDA, TDAH, enfants placés, enfants délinquants, etc., eh bien, ce contexte de désinstitutionnalisation arrive où tous ces enfants passent par l'école, où l'école se retrouve un peu à la peine pour accompagner tous ces enfants, eh bien, elle conduit à dire qu'au fond, en disant que cet enfant il est TSA, TDA, eh bien, c'est toujours à quelqu'un d'autre de s'en occuper au fond. C'est-à-dire qu'on perd la vision globale de l'enfant.
Alors voilà, je terminerai en disant qu'il n'y a pas d'autodétermination pour les enfants sans protection et émancipation. La Convention internationale des droits de l'enfance, elle est « protégeons les enfants parce qu'ils sont plus vulnérables, émancipons-les, conduire vers », c'est-à-dire la définition de l'éducation, parce qu'ils sont l'avenir de la société. Bien entendu, sans prise en compte de la parole des enfants, ce n'est pas possible. Sans changement de culture sur les violences faites aux enfants. Et là, au même titre que je dis que la question du médico-social, du handicap, elle ne peut pas concerner que l'école et que le médico-social, eh bien, la question de la protection de l'enfance, elle doit bien aller au-delà des dispositifs de protection de l'enfance. Le monde se prépare à célébrer l'année prochaine le centenaire, alors c'est peu connu, le centenaire de ce qu'on a appelé la Déclaration de Genève, qui a conduit à la rédaction de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et voilà ce qu'elle disait, voilà ce que ceux qui ont écrit cette convention disaient. Elle appelait notamment à protéger les enfants des ravages des conflits armés, à lutter contre l'exploitation sous toutes ses formes, contre la pauvreté et assurer les prestations nécessaires pour la qualité de sa santé et de son éducation. Sujet éminemment d'actualité. Alors, Camus disait la plus grande générosité envers l'avenir consiste à tout lui donner au présent. Je vais me permettre de changer quelques mots en disant la plus grande générosité envers nos enfants consiste à tout leur donner au présent. Je vous remercie. Merci Monsieur Delmar, défenseur des enfants. Merci à vous.